Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans une chambre d'hôtel, une chambre à l'ameublement modeste et à la tapisserie défraîchie, une chambre d'un hôtel 7 rue de Rome à Paris, il y a sur une chaise, soigneusement pliée, les vêtements d'une femme. Un peu plus loin, sur la table de toilette, un chignon de faux cheveux et des épingles à chapeau. Sur un petit guéridon, une bouteille de verre bleu, à moitié pleine d'un liquide incolore, et une boîte de carton contenant un peu de poudre blanche, dans laquelle plonge une fine petite cuillère. Il n'y a d'autre meuble dans la chambre qu'un lit, un grand lit à montant de cuivre. Au pied de ce lit, un homme effondré sanglote. Sa chemise est défaite, souillée. Cet homme a été beau. Il a été un fringant capitaine de l'armée française, le plus jeune de son grade dans sa promotion. Mais lorsqu'il relève de temps en temps sa tête de ses mains où il cache son visage, ses yeux rouges, sa barbe hirsute et ses cheveux en désordre, ne donnent plus de lui que l'image d'une pauvre créature ravagée par le chagrin, le remords et la drogue. Cet homme veille. Cet homme a veillé toute la nuit le cadavre d'une femme nue, allongée sur le lit, et qu'il a pudiquement recouvert d'un drap froissé. Cette femme était sa fiancée, mais c'était aussi une demi-mondaine qui se faisait appeler la baronne Olivier d'Ambrécourt, de son vrai nom, Madeleine Delvigne, Madol pour les intimes. Cette femme morte a été tuée par cet homme. Il l'a veillée toute la nuit. Elle a été assassinée par son amant, son fiancé, plutôt, dans cet hôtel peu reluisant de la rue de Rome à Paris. Et maintenant, l'homme se lève. Il tourne une dernière fois la tête vers la silhouette cachée par le drap froissé, il prend son manteau et sort. Nous sommes le 17 novembre 1910, il y a du brouillard dans la rue de Rome. L'homme traverse la cour de la gare Saint-Lazare, vers quel destin va-t-il ? Comment la ville a-t-elle conduit à devenir cette silhouette sinistre d'un assassin quittant une chambre d'hôtel à l'aube ? Tout cela, nous le trouverons aujourd'hui dans les dossiers extraordinaires. Pour en arriver au sinistre tableau que je vous ai dépeint, pour qu'un jeune et brillant officier en soit arrivé à assassiner une femme un peu légère qui s'était promise en mariage à lui, il aura fallu qu'une certaine Julie Pilois meure en 1893 sans enfant. Cette dame avait fait beaucoup parler d'elle sous le nom d'Alice Ozy, et sa beauté lui fit tenir une place importante dans la société parisienne au temps de Lola Montez et de Mogador. Théophile Gautier l'appelait l'Aspasie moderne, le duc d'Aumale la promenait dans sa calèche et Victor Hugo lui adressait des vers les plus suggestifs. Cette dame mourut donc, environnée de respectabilité mais sans héritier direct, et laissa sa fortune évaluée à plus de 2,5 millions de francs de l'époque à la Société des artistes dramatiques pour élever les orphelins d'artistes. Il se trouva que la société n'avait pas rempli les conditions imposées par le testament et que Madame Pilois, alias Alice Ozy, était apparentée de fort loin avec une certaine famille Meignier, modeste gens de Sainte-Menehould. Vous verrez par la suite, chers amis, comment le testament de Madame Ozy entraîna fort indirectement le drame dont il est question dans notre dossier d'aujourd'hui. Monsieur Meignier était employé au chemin de fer de l'État, un employé modeste. Sa femme donnait des leçons de musique, elle était organiste de sa paroisse. Ces braves gens ont 2 enfants, une fille, Marguerite,
et un fils, Maurice. C'est Maurice qui deviendra l'assassin de la rue de Rome. Le jeune Maurice était un brave garçon et ses parents voulurent en faire quelqu'un. Ils le mirent au collège où il fut un brillant élève et réussit les examens d'admission la même année à l'école normale et à l'école polytechnique. Il choisit Polytechnique d'où il sortit fort bien placé et se lança dans la carrière des armes. Il opta pour les colonies et à l'époque c'était plutôt une preuve de courage et il partit pour Madagascar. C'est là qu'il contracta les fièvres. Nous ne savons plus bien sûr aujourd'hui, chers amis, ce qu'était la vie des hommes là-bas. Imaginez-les arrivant à Tananarive, où la première chose qui frappait le regard était un cimetière avec 15 000 croix, les 15 000 croix des 15 000 morts de l'expédition française. Et puis ensuite, la vie là-bas, dans la boue et la chaleur, avec la fièvre, dont les accès terribles pouvaient faire vaciller les intelligences les plus solides. Même les soldats les plus braves, les hommes les plus calmes, devaient cacher leur revolver pour ne pas tirer sur leurs camarades dans un moment de délire. C'est là que Maurice Meignier commença à boire de l'absinthe, mais une abominable absinthe frelatée dont les trafiquants sans scrupules abreuvaient les militaires rongés par l'ennui. Maurice Meignier ne revint pourtant pas malade de Madagascar. Il n'était pas encore alcoolique, mais il avait contracté cette mentalité bizarre des coloniaux de l'époque, ce que l'on appelait la soudanite, ou le cafard, ou encore le petit coup de soleil. Revenu en France, soigné par les médecins militaires, il ne va pas rester longtemps, il repart cette fois pour la Chine. Nous sommes en 1900 et il tombe en pleine révolte des boxers. Il participe à une lutte dure et sanglante. Un jour, pour défendre des missionnaires, il charge avec 7 hommes contre 400 Chinois. Après avoir traversé cette campagne, où il ne voit partout que cadavres et exécutions sanglantes, il revient en France pour être nommé capitaine. Le jeune capitaine Meignier publia ses mémoires et ses lettres, qui lui valurent l'estime de tous ses lecteurs car il écrivait bien, ce qu'il décrivait était terrible et surtout, il l'avait vécu. Mais il était seul et malade à Toulon. Toulon où se retrouvaient sous le soleil les officiers rapatriés, Toulon où l'on menait une vie facile, en quelque sorte un prolongement de l'existence coloniale, mais sans les risques. Toulon, avec la porte ouverte sur tous les casinos. Toulon, où virevoltait sans cesse une nuée de jolies jeunes femmes pas trop farouches. Mais le capitaine Meignier ne voulait pas de cette vie-là. Il voulait une femme, il voulait fonder un foyer. Alors il rencontra Alice, mademoiselle Alice Castel, une fort gracieuse jeune personne, qu'il épousa. Mais le ménage ne fut pas heureux. Alice était trop jolie, trop élégante pour rester perdue en province. Elle n'en pouvait plus de ses réunions chez un amiral où l'on jouait presque chaque soir la même musique, Le Rêve d'or, de Reynaldo Hahn. Elle restait là avec un sourire forcé pendant que Maurice tenait le violoncelle car il avait un tempérament d'artiste. Alice voulait Paris et son luxe. Mariée, nous le vîmes beaucoup moins, écrivait l'un de ses excellents amis de l'époque. Sa femme sortait très peu dans le milieu qu'il fréquentait et dédaignait ses relations. Elle refusait obstinément d'accepter les invitations continuelles et insistantes de Madame l'Amirale préfète maritime. Certes, on peut comprendre en un certain sens cette femme qui craignait de voir sa jeunesse passer dans ce milieu tiède et sans avenir. Alors, pour plaire à sa femme, le capitaine Meignier abandonne le concours d'inspection des colonies qu'il préparait, se fait mettre en congé pour 3 ans, quittant tout pour l'emmener vivre à Paris. Mais comment vivre à Paris? Une jeune et jolie femme a besoin de beaucoup d'argent dans la capitale. Alors l'officier va essayer d'entrer dans l'industrie. Mais il n'est pas fait pour cela. Il tombe entre les mains d'un aventurier belge qui lui fait prendre une part importante dans la société des lits métalliques. Escroqué par le Belge, responsable malgré lui de toutes les dettes de la société, le capitaine Meignier est mis en faillite. Ses parents doivent hypothéquer leur maison pour tenter de sauver leur fils, et ils sont ruinés. C'est alors un tournant dans son existence. Son caractère change, il se croit persécuté, il mène des affaires plus ou moins louches avec une bande de gens qui finissent par le battre et le dévaliser du peu qui lui reste. Et comme dans la vie d'un homme, un malheur en entraîne souvent un autre, c'est à ce moment-là que son ménage sombre. Sa femme, lasse de cette vie, le quitte pour divorcer. Trop de travail, trop de malheur, trop d'émotions. Ce jour-là, au moment de refermer la porte, Alice, sa femme, voit Maurice Meignier tomber à terre et se
roulé à ses pieds. L'apoplexie hystérique. Il reste 3 heures sans connaissance et il conservera longtemps de cette attaque une hémiplégie du côté droit. Soigné à l'hôpital de Toulon, il en ressort mal guéri et c'est un homme malade qui va rencontrer Madeleine Delvigne, pseudo-baronne Olivier d'Ambrécourt, celle qu'il tuera un 16 novembre dans la chambre 23 d'un hôtel de la rue de Rome. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. À sa sortie de l'hôpital de Toulon, le capitaine Meignet retomba dans les mêmes erreurs en montant une société pour purifier par l'ozone l'air dans les théâtres. Puis, il cherche à lancer un frein pour automobile de son invention. Échec sur tous les plans. Le capitaine Meignet monte à Paris pour conclure son divorce. Mais là, sa femme, avec qui il avait conclu un accord amiable, brise leur pacte, le fait pourchasser par les hommes de loi. Surveillé, poursuivi, cette vie lamentable amène l'officier à rencontrer un homme qui se disait vaguement agent matrimonial et qui lui présenta la soi-disant baronne Olivier d'Ambrécourt. C'était bien la femme sur laquelle il n'aurait pas fallu qu'un homme dans son état tombe. Fille d'un brasseur de Nemours, séparée sans être divorcée de son mari Georges Olivier, courtier maritime à Nantes, Madeleine Delvigne décida de devenir baronne le jour où elle quitta son mari tout en gardant son nom. Elle se dit baronne, donc, mène une vie qui correspond à peu près à son titre, elle a un jour de réception, une voiture, mais comme il lui faut de l'argent, Madole, devient mannequin dans une maison de couture de la rue de la Paix. Cela ne dure pas très longtemps, juste assez cependant pour lui permettre de se transformer en femme de lettres. Elle publie un livre, Le journal d'un mannequin, une sorte d'autobiographie, où elle parle pêle-mêle de son mari, de sa ruine, de son père qui lui refuse de l'argent et de son inextinguible soif de luxe. Elle décrit aussi, fort bien, tous les dessous de la couture, si j'ose dire. Rendez-vous galants, jeunes amants fringants et vieux messieurs protecteurs, intrigues et matrones qui chaperonnent ces demoiselles. Le livre fait un petit scandale, mais ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Il lui faut mener une existence encore plus libre. C'est pourquoi elle divorce, mais reste cependant une excellente amie de son ancien époux, Monsieur Olivier. Voilà le portrait de la femme qui fut un jour présentée par un vague agent matrimonial au capitaine Meignet. Elle est jeune encore, plus que séduisante. L'officier en tombe aussitôt amoureux, fou. Mais pourquoi, me direz-vous, parmi tous les partis qu'une femme de sa trempe pouvait rencontrer dans la capitale, pourquoi Madeleine Delvigne, baronne Olivier d'Ambrécourt, pourquoi Madole accepta-t-elle de revoir cet homme ruiné et malade qu'était le capitaine Meignet? Alors là, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé au début de cette histoire. Madame Pilois, alias Alice Ozy, cette belle égérie du monde littéraire au milieu du siècle. Rappelez-vous Madame Pilois et son testament. Rappelez-vous cette fortune qu'elle avait léguée à la Société des artistes dramatiques pour élever les orphelins, plus de 2 millions de francs de l'époque. La belle Madole avait appris très vite par ses hommes de loi que le capitaine Meignet était apparenté à la disparue et qu'il pouvait, moyennant un procès, réclamer son héritage. Or, il n'avait jamais voulu le faire jusque-là, jugeant sans doute cela indigne d'un militaire. Mais sous la pression de sa belle maîtresse, il va se résoudre à entamer ses démarches. Il va même emprunter l'argent qu'il faut pour lancer des assignations et payer huissiers et avocats. Et Madole, Madeleine Delvigne, va réussir à lui faire signer, en guise de cadeau de fiançailles, un papier par lequel il lui promet en toute propriété 20% sur ce fabuleux héritage s'il l'obtient. Croyez ce que vous voudrez, chers amis, mais le capitaine Meignet ne se rend compte de rien, il ne voit rien, il est aveugle, aveuglé par l'amour qu'il porte à cette femme. Partout, il la présente vraiment comme sa fiancée. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce n'est pas une maîtresse, ce ne sont pas des amours passagères, il veut refaire sa vie, et il veut la refaire avec elle, avec Madole. Elle n'est pas baronne. C'est incroyable, mais il ne le saura jamais. Jamais, jusqu'à la dernière heure, et nous en avons la preuve dans une lettre qu'il a laissée. Elle a une fille. Il adore les enfants. Il chérira la fille de sa maîtresse, s'occupera d'elle comme si elle était à lui. Et de quoi vit-elle, Madeleine? La belle Madole, la fausse baronne d'Ambrécourt. De quoi vit-elle pendant tout ce temps? Car, je vous le rappelle, Meignet, lui, n'a plus un sou en attendant son procès. Il est couvert de dettes.
Et pourtant sa fiancée mène toujours son train de vie inchangé, dans la luxueuse rue des Bordes-Valmore, l'une des rues les plus chics du 16e arrondissement parisien. Eh bien, elle vit d'une pension que lui verse son papa, le brasseur de Nemours. Ou tout au moins c'est ce que croit le naïf capitaine Meignet. C'est ce qu'elle lui raconte. En réalité, Madol avait un autre amant, un homme aisé, un certain monsieur Engelhardt. Elle avait parlé de lui à Meignet, semblant jouer à la franchise et mettre les cartes sur la table, mais elle avait promis bien sûr de le quitter, ce monsieur Engelhardt. Or, il n'en est rien. La pension du papa brasseur n'a jamais existé et c'est le monsieur qui subvient à tous ses besoins. Elle cache cette liaison qui dure à son fiancé, et pour cela, elle invente, la belle Madol, des ruses invraisemblables. Par exemple, elle lui dit qu'elle va partir seule se reposer à Cannes, à l'hôtel Gonnet. Meignet, qui passe par hasard à la gare de Lyon, le lendemain, voit M. Engelhardt monter dans le train de Cannes. Le capitaine descend sur la côte. À l'hôtel Gonnet de Cannes, personne. Madol et son amant sont descendus sous un faux nom dans un autre hôtel. Meignet ne les trouve pas, remonte à Paris, fou de douleur, et quelques jours plus tard, Madol revient, souriante et décontractée, laissant traîner dans ses affaires, comme par hasard, une note truquée à l'entête de l'hôtel Gonnet, avec mention de la location d'une chambre pour une personne. Meignet peut donc voir qu'elle lui ment, qu'elle le roule dans la farine, qu'elle se moque de lui. Il oublie tout. Il est amoureux. Il veut épouser Madeleine. Mais elle lui rejoue 2 ou 3 tours du même genre, promettant à chaque fois de quitter son amant, retournant avec lui en cachette chaque fois que c'est possible. Pendant ce temps-là, elle aiguillonne toujours le malheureux capitaine pour qu'il poursuive son procès et touche son héritage. Un jour désespéré, il ouvre enfin un peu les yeux et se décide à rompre, franchement, loyalement, et dans son esprit définitivement. Ils se rendent mutuellement leurs lettres d'amour. Alors, Madol, qui n'admet pas d'être lâchée alors que l'héritage est peut-être proche, va se mettre à le poursuivre par une correspondance incessante où elle joue la grande passion et les femmes abandonnées. « Maurice, comment vous dérobez ainsi? Je cours après vous depuis 2 jours et vous ne voulez pas me voir. Que vous ai-je fait? J'ai eu confiance en vous, voilà mon seul tort. C'est impossible que moi, qui depuis 6 mois vous ai aimé, vous ai reçu à bras ouverts, vous m'abandonniez parce que je vous sais pauvre, puisque j'accepte votre pauvreté. Maurice, mon pauvre Maurice, ne soyez pas méchant, venez à moi, venez tout me dire. Je vous aime, j'ai un chagrin fou, je suis prête à tout pour vous reprendre. Où sont vos serments d'autrefois? Je suis malade, je mourrai si vous ne revenez pas. Vous ignorez donc ma nature et mon caractère, vous ne savez donc pas que je vous aimerai 100 fois plus, sachant que vous n'avez rien. Quelle que soit votre situation, aussi modeste soit-elle, je me regarde comme votre femme et veux le devenir malgré tout. Et nous serons très heureux, mon cher fiancé aimé. Vous verrez que je suis l'ami des mauvais jours et que vous aurez en moi une amie sûre. Votre Madol. Voilà ce qu'elle lui écrivait. Voilà ce qu'il a cru, car cela a marché. Ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre. Ils décident leur mariage. Mais quelle sorte de bonheur espère-t-il? Le capitaine Meignet s'est mis à boire de l'absinthe, plus que de raison. Madeleine et lui se sont rejoints dans un autre plaisir, un autre vice, la drogue. C'est de l'éther tout d'abord qu'ils absorbent. Et puis, cela ne suffisant pas, ils se procurent de la cocaïne, et c'est le plus souvent pour cela qu'ils se rencontrent dans cette chambre de l'hôtel du 7 rue de Rome. Ivres de drogue, ivres de stupéfiants, ils vont passer des journées entières prostrés dans un fauteuil ou sur le lit, les yeux exorbités, fixes, le front en sueur, immobile, perdus dans l'illusion de leur paradis artificiel. Ce jour-là, le 16 novembre, ils ont rendez-vous à nouveau. Mais Madeleine, à laquelle sa drôle de vie commence à tourner la tête, a également projeté de rencontrer son amant, M. Engelhardt, dans un bar non loin de là. Elle voudrait bien pouvoir rencontrer les 2 hommes dans la même journée et jongler avec ses rendez-vous comme elle le fait d'habitude. Mais elle arrive à l'hôtel, elle n'a pas déjeuné et elle a déjà pris de la drogue. Alors elle est malade. Elle vomit tellement qu'elle sent bien qu'elle ne pourra pas aller au bar où on l'attend. Alors elle se déshabille, plie soigneusement ses vêtements, pose ses faux cheveux sur la table de toilette et se met au lit. Et elle va avoir cette extraordinaire audace d'envoyer le capitaine Meignet à sa place pour faire comprendre à son autre amant que son rendez-vous est annulé. Elle raconte à Meignet qu'elle a rendez-vous avec une certaine mademoiselle Mélandry dans ce bar. Il faut que Meignet aille la prévenir que Madeleine est souffrante. Meignet y va, fait rechercher la demoiselle par le barman. Bien entendu, elle n'est pas là, mais son rival, qui l'a vue entrer, a compris et s'éclipse discrètement. Meignet ne l'a pas vue.
revient à l'hôtel. En passant, il achète une bouteille d'eau minérale pour sa maîtresse souffrante. Il la retrouve dans la chambre et vient s'étendre auprès d'elle, tout habillé sur le lit. Ont-ils repris ensemble de la drogue à ce moment-là? Je ne le sais pas, mais toujours est-il qu'ils se mettent à parler, et à parler de manière de plus en plus tendue. Et Madeleine parle d'argent, bien sûr. Et l'on en vient à prononcer le nom du rival. « Mais oui, dit Madeleine, lui, il a de quoi vivre. Lui, ce n'est pas un minable, c'est un homme. Oui, il est toujours mon amant. Et d'ailleurs, je l'aime. Je ne veux plus m'encombrer de toi, qui n'a plus le sou. » Qu'est-ce qui fait le plus mal au capitaine Meignet? Ces mots horriblement durs de celle qu'il aime et qu'il doit épouser? Ou bien la gifle qu'elle lui envoie au paroxysme de la colère? Alors il lui saute à la gorge, la serre, laboure de ses ongles la peau de cette femme qu'il aime et qui, nue dans ses bras, vient de lui avouer qu'elle le méprise, et il serre, et elle se débat. Alors là, sous la main, il trouve, en une seconde, la bouteille d'eau minérale sur la table de nuit, il frappe. C'est fini. C'est un corps sans vie qu'il allonge sur le lit, qu'il recouvre du drap froissé, et au pied duquel il va s'écrouler pour le veiller toute la nuit. Puis au matin, il sort, et il écrit 2 lettres, où il avoue son crime, l'une au commissaire du quartier, l'autre à son rival. Au commissaire, il dit « Hier, dans un accès de jalousie, j'ai tué ma fiancée, la baronne Olivier d'Ambricourt. » Ignorait-il encore à ce moment-là que ce titre était faux? Ou voulait-il respecter par-delà la mort le mensonge de sa bien-aimée? Puis, il annonce son intention de se suicider, ainsi d'ailleurs que dans la lettre à son rival, mais il précise d'abord qu'il veut aussi punir celui-ci. Et il disparaît. Il disparaît durant 2 semaines. Il va errer presque comme un clochard, sans manger, dormant dans des hôtels sordides dont il change chaque nuit. Au soir d'une journée de la semaine suivante, c'est une silhouette sans forme que l'on verra débarquer à la gare de Nemours et se diriger en rasant les murs vers le cimetière où est enterrée Madeleine. C'est celui qui fut le capitaine Meignet qui vient déposer quelques fleurs sur la fosse à peine comblée et pleurer là pendant de longues heures. Puis il rentre à Paris et on le retrouve le lendemain au ministère de la Marine où il va mendier 1 louis à un de ses anciens amis. Et devinez pourquoi. Il a perdu son revolver et il veut mourir en militaire. Il lui en faut un autre. Il n'a plus 1 centime pour s'en procurer un. Voyant que son ami le fait attendre, il se doute que tout ne va pas pour le mieux. Essaie de s'éclipser, mais à la sortie du ministère, des mains se posent sur ses épaules. Les policiers, qui l'appréhendent, croient d'abord à une farce. Et puis ils sont bien forcés de reconnaître dans ce clochard à demi-mort de faim le capitaine Maurice Meignet, assassin de sa bien-aimée. Le tribunal condamna le capitaine Maurice Meignet à 10 ans de réclusion et à 1 franc de dommages et intérêts envers la famille de Madeleine qui s'était portée partie civile. Mais les jurés ont à l'unanimité signé une demande de réduction de peine. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.
โดยโดแล้วเกียม